Salut, je me trouve dans les toilettes de l'hôtel le plus luxueux de Lomé pour démarrer cette vidéo, le 27e étage, avec une incroyable vue sur la ville juste derrière moi et la place de l'Indépendance, le palais des congrès. Bref, c'est assez stylé. Donc on est monté ici au 27e étage pour avoir une vue d'ensemble de la ville parce que le sujet de cette vidéo va parler des villes africaines et on va te présenter l'initiative d'un architecte, Sename Kofi, qui essaye de répondre aux enjeux de l'expansion vraiment énorme des villes africaines aujourd'hui. Un des défis auxquels le continent africain fait face est son importante évolution démographique. Les villes et les villages sont amenés à rapidement évoluer pour répondre à une crise du logement qui est de plus en plus forte. Si certains décidants tentent de solutionner cette problématique à coup d'immenses projets résidentiels déconnectés des réalités écologiques et économiques du terrain, certains acteurs innovent dans le domaine de l'architecture et de la construction. Avec des solutions simples, issues des techniques traditionnelles et profitant des ressources locales, des personnes construisent l'habitat de demain en Afrique. C'est à la rencontre de ces personnes que nous sommes partis. On a eu la chance d'interviewer Sename Kofi Agbo-Djenou. Malheureusement, il n'était pas à Lomé lors de notre passage, donc c'est par téléphone que nous avons réalisé cette interview. On a aussi eu la chance de visiter un WeLab. C'est un lieu qu'il a créé et qui est vraiment le prémisse d'une Smart City africaine à l'échelle d'un petit quartier de Lomé. On va t'emmener dans ce WeLab parce qu'on a pu rencontrer ses acteurs et ses utilisateurs. Donc on va t'expliquer comment ça fonctionne. Et on va aussi te passer des extraits de cette interview réalisée par téléphone. Tu vas voir que c'est passionnant. Alors nous voici dans l'enceinte du WeLab. L'architecte Sename Kofi Agbo-Djenou, qui est un architecte togolais, il a énormément étudié le développement de la ville africaine et particulièrement le développement de Lomé. Entre Lagos et Abidjan, il y a 1000 km, donc c'est plus ou moins la distance qu'il y a entre Paris et Marseille, pour te donner un exemple. Et les prévisions donnent que toute cette côte de 1000 km sera habitée. Donc il faut s'imaginer l'autoroute entre Paris et Marseille habitée. Donc c'est vraiment énormissime ces prévisions. Dans les 30 prochaines années, la plus grande ville du monde pourrait émerger dans cette partie-là. C'est ce qu'on appelle la fameuse conurbation du golfe de Guinée. Un urbain sur 10 pourrait se retrouver dans cette sorte de ville-région à cheval sur plusieurs pays. Si une telle ville se met en place, ça pose des problèmes évidents si elle n'est pas pensée. Ce sont des problèmes classiques dont on discute, surtout l'écologie, la transformation des modes de vie, tout le chaos que ça pourrait déclencher. Et moi, j'ai surtout mis le doigt, et j'ai été peut-être pionnier là-dessus, sur le potentiel que ça avait aussi de devenir une nouvelle infrastructure impériale et servir au nouveau capitalisme qui est devenu un capitalisme essentiellement de la donnée. Il s'est beaucoup focalisé sur le digital et dans toutes ses études, il s'est rendu compte que les villes africaines étaient vulnérables à l'arrivée des GAFA sur le territoire parce que les GAFA veulent s'implanter et veulent créer des smart cities. Le problème, c'est que les GAFA, ils ont un objectif commercial derrière et pas du tout un objectif social. Une telle ville va forcément intéresser les grands groupes, ce qu'on appelle les big tech ou les GAFA. Livrer une smart city, c'est multiplier leurs revenus de façon exponentielle. En fait. Et donc, ils pourraient proposer à nos décideurs d'acheter une smart city. Et si ces gens-là achètent une smart city à cette échelle, cette smart city s'imposera à l'humanité entière comme modèle. Et donc, il fallait se dépêcher de développer un contre-modèle de smart city. S'ils arrivent et qu'ils voient qu'il y a déjà de la technologie sur place, que les gens gèrent eux-mêmes leur ville avec des outils, peut-être qu'on aura une situation où ils pourront plus installer tout ce qu'ils veulent aussi facilement. Donc, on a développé ce concept de bricoler de la Smart City à partir de petits lieux d'innovation, de petits laboratoires de quartier. Et c'est ce projet qu'on a appelé Hub City. Donc certains pourraient dire que cette idée est très utopiste, mais Sename, pour contrer tous ces dires, il a commencé à mettre en place des WeLab où il explique que son idée de la ville africaine, c'est d'amener le modèle des villages, le modèle de la communauté que les populations africaines ont l'habitude d'utiliser et utilisent encore aujourd'hui dans les villages, c'est-à-dire
j'ai besoin d'un service, je vais le demander à quelqu'un qui va me rendre un service et quand lui il aura besoin d'un service, il pourra venir me demander ce service. Donc ça fonctionne comme ça dans les villages, c'est très facile parce que le village c'est très petit, tout le monde se connaît et donc on peut se rappeler très facilement de qui c'est qui te doit un service. Bien évidemment quand tu retransmets ça dans la ville, c'est beaucoup plus compliqué parce que la ville est un modèle beaucoup plus individualiste, surtout que les villes africaines ont été créées sur le modèle occidental. Mais ce que Sename voudrait réussir à faire, c'est de remettre ce caractère communautaire dans la ville africaine. Et donc pour ça, il va utiliser le digital et les nouvelles technologies. Toute la série des nouvelles technologies du digital sont très démocratisées et fonctionnent sur des modèles de pair à pair, sur de la concertation, sur de la collaboration, etc., etc. Donc, si vous prenez les nouvelles technologies comme un potentiel, les nouvelles technologies du digital, et que vous les mettez dans ce qui serait une espèce d'enclos d'initiation. Les enclos d'initiation en Afrique, c'est les lieux où les jeunes sont regroupés pour devenir un seul et même corps. Donc pendant quelques mois, on les met ensemble et on les initie ensemble. Donc, si vous prenez un enclos d'initiation et que vous leur donnez des nouvelles technologies du digital, ça va très bien fonctionner. Donc la première réponse, c'est de créer des lieux qui puissent agir sur un rayon de 2 km tout autour de ce lieu. Et donc lui, ce qu'il voudrait faire, c'est multiplier tous ces lieux d'échange et d'interaction où il se passe des formations mais aussi la création de start-up pour que tous ces lieux d'un rayon de 2 km puissent être complètement indépendants et gérés par ses habitants sur le modèle du village traditionnel africain. Vu qu'on passe dans une zone qui est beaucoup plus élargie que le modèle traditionnel africain, pour répondre aux services, le digital rentre en jeu, la monnaie virtuelle rentre en jeu et donc un échange te permet de gagner cette monnaie virtuelle que tu pourras utiliser pour redemander ton service par après. Moi, je fais le pari qu'on aurait des technologies qui n'appuient pas sur les failles et qui ne fait pas des sociétés atomisées, mais plutôt des sociétés de la collaboration. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec UpCity. Donc, c'est un premier niveau où on s'inspire directement des structures villageoises ou traditionnelles dans la façon dont on pense nos laboratoires, nos tech hubs, nos fab labs. On les pense comme des lieux où la fonction du technologique, c'est juste d'aider la structure sociale à être plus efficace. Là, on est en train de parler de sociétés sans argent, du coup sans profit. Ça ne peut fonctionner qu'à des petites échelles. Donc, à l'échelle d'un quartier, on peut imaginer que des gens développent leurs technologies qui leur permettent de faire leur réseau social de quartier, leur monnaie de quartier, leur petite flotte de robots qui collectent les déchets dans le quartier, etc., etc., et que personne ne fait du profit, mais que c'est une espèce de grandes ressources communes, c'est des communs digitaux, où les gens se retrouvent parce que ce qui est comptabilisé, ce n'est pas l'argent que je gagne en utilisant le produit, mais ce que je gagne, c'est le problème que ça règle pour moi. Ce qu'on appelle en réalité l'économie n'a pas besoin d'avoir ce support d'argent qui circule. C'est juste une relation d'échange de dons et de contre-dons. C'est comme ça que les villages africains fonctionnent. Et donc dans ce bâtiment qui ressemble à une maison, en fait, c'est une multitude de petites start-up qui se développent, mais chacune répond les unes aux autres. Donc c'est-à-dire que la start-up qui récupère les déchets plastiques va également permettre de développer le tri ici dans ce quartier et le tri va permettre de développer des déchets organiques qui vont être utiles pour la start-up qui crée des potagers. Donc voilà, tout s'interconnecte, tout fonctionne entre eux et l'idée c'est d'avoir un endroit justement où toutes ces start-up sont réunies pour pouvoir développer des modèles qui s'entraident l'une avec l'autre. Donc après cette visite, on espère qu'on t'en a expliqué un petit peu plus. Si tu veux te renseigner, il y a énormément de documentation que tu peux trouver sur internet, on va le mettre en lien. Donc n'hésite pas à aller voir un peu plus parce que qui sait, peut-être que ça sera la ville africaine de demain. La plupart des capitales africaines ont été construites au moment de la colonisation et se sont simplement étendues au fil du temps. Lomé fait un petit peu office d'exception dans ces capitales africaines car elle a été plutôt bâtie par des natifs du pays. Malgré tout, elle a quand même été construite avec les matériaux des colons, c'est-à-dire le ciment,
Encore actuellement, c'est ce matériau-là qui prédomine dans les capitales et dans les villes, alors que dans les villages, on voit encore beaucoup de bâtiments en terre, parce que la terre a beaucoup d'avantages. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans une précédente vidéo lorsqu'on était à Dakar. Sename Coffee, dans son imaginaire d'une Smart City africaine, il veut aussi reprendre cet aspect-là du village et l'intégrer à la ville. C'est-à-dire qu'en construisant, en utilisant de la terre, un matériau local, on peut construire une ville en fait. Et donc dans sa Smart City, il veut réellement intégrer ce matériau-là pour construire des villes beaucoup plus durables et beaucoup plus écologiques. J'ai un engagement beaucoup plus vieux, de plus de 20 ans, sur la construction en terre, les architectures vernaculaires. Et évidemment, dans ma vision, les deux se rejoignent. Mon projet ou mon envie, c'est d'imaginer que dans cette sorte de moule du vernaculaire, on puisse refonder à la fois des communs architecturaux et digitaux qui soient intégrés. Cette question de la matérialité et du béton, elle est fondamentale parce que, comme on l'a dit, les villes africaines qui se trouvent sur la côte ouest, entre Abidjan et Lagos, mais pas que, toutes les villes africaines sont appelées à complètement exploser au niveau de leur démographie. Et donc, il se pose vraiment la question de où vont loger tous ces habitants et comment on va construire les habitations. En même temps, c'est assez difficile d'avoir ce discours parce que l'Afrique, en général, ne participe qu'à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, c'est vraiment une part minime. Mais si les pays ne prennent pas les devants, ce 4% va clairement exploser et augmenter avec la part de la population qui va être amenée à vivre dans les villes et à beaucoup plus polluer. Maintenant qu'on t'en a dit un petit peu plus sur l'expansion des villes africaines et sur les smart cities sociales, on va pouvoir te présenter la ville de Lomé et on se retrouve sur la place de l'Indépendance pour commencer avec un petit peu d'histoire parce qu'on aime bien toujours commencer nos vidéos comme ça. Alors malheureusement, la place de l'Indépendance qui est derrière moi est fermée. On se trouve juste entre l'hôtel 2 février où nous étions au 27e étage et le palais des congrès qui se trouve de l'autre côté. On voulait venir ici pour te raconter brièvement l'histoire de la capitale Lomé. Ce qui est très intéressant, c'est que contrairement aux autres capitales qu'on a traversées, Lomé est une capitale qui n'a pas été créée de toutes pièces par les colons. Ça a d'abord été un petit village peuplé par une population native du territoire qui s'est installée ici parce qu'il y avait une énorme forêt et ils utilisaient cette forêt pour se cacher des ennemis. Ensuite, la ville a évolué au moment où les Britanniques s'étaient installés sur la Gold Coast, l'actuel Ghana, et où les Français s'étaient installés dans l'actuel Bénin. Les Africains qui avaient un petit peu d'argent et qui faisaient du commerce, ils sont venus s'installer ici, au Togo, dans un territoire qui n'était ni aux Français ni aux Anglais, pour échapper aux taxes de commerce qu'imposaient les colonies. Donc c'est ces Africains qui ont participé à développer la ville de Lomé. La ville de Lomé est devenue très prospère à l'époque, ça a été un grand centre de commerce, et ça a été un petit peu regardé du mauvais œil par les Anglais qui ont voulu récupérer la ville. Les commerçants qui étaient donc installés ici à Lomé ne savaient pas quoi faire pour repousser les Anglais. Ils ont donc fait appel à un navire allemand qui passait par là pour les aider à repousser les Anglais de la ville. C'est un petit peu l'histoire, le mythe qu'on raconte autour de Lomé. C'est comme ça que le Togo est devenu une colonie allemande qui s'est installée entre 1884 et 1887. À la suite de la Première Guerre mondiale et de la défaite allemande, les Anglais et les Français se sont partagés le Togo. Les Anglais ont récupéré un tiers du territoire et l'ont tout de suite annexé à la Gold Coast, donc l'actuel Ghana, et les Français ont gardé les 2 autres tiers du territoire. Mais eux, ils n'ont pas voulu l'annexer au Bénin, ils l'ont laissé en territoire et c'est devenu le Togo. Donc le territoire togolais qu'on connaît actuellement est une ancienne colonie française qui a accédé à l'indépendance entre 1960 et 1962, en même temps que la grande vague d'indépendance des colonies françaises sur le territoire africain. Comme Agathe l'a dit, Lomé existait déjà avant toutes ces colonies et ce qui est hyper intéressant ici à Lomé, c'est que c'est une des seules capitales au monde qui est collée à sa frontière, c'est-à-dire qu'elle est vraiment collée à la frontière avec le Ghana. Tu vas le voir, c'est impressionnant lorsque tu regardes sur Google Maps, tu as vraiment l'impression que la frontière en fait a coupé Lomé en deux, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est l'expansion de la ville qui a fait qu'elle a grandi tellement qu'en fait elle s'est collée à la frontière et ça a continué à se déployer de l'autre côté de la frontière au Ghana.
retrouve devant le palais de Lomé, qui était anciennement nommé palais du gouverneur, qui a été construit sous la colonisation allemande, puis occupé par également les Anglais et les Français, jusqu'à devenir en 1960 à l'indépendance la résidence du premier président Sylvanus Olympio. C'est même ici, en haut de cet escalier, sur le porche, qu'a été proclamée l'indépendance en 1960. Ce palais est aujourd'hui un musée qui abrite des collections permanentes et temporaires d'artistes togolais, donc c'est vraiment très intéressant de le visiter. Il a été rénové dans les années entre 2014 et 2019. Et il est en très bon état maintenant aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'il était dans un état d'abandon vraiment très avancé avant la rénovation du bâtiment. Bien évidemment, le bâtiment a subi des agrandissements et des modifications tout au long de son histoire. Donc tout le bâtiment n'a pas été construit à l'époque allemande, seulement quelques parties et quelques autres parties ont été rajoutées par les Français, aussi par les Togolais, durant toute la durée de vie du bâtiment. C'est vraiment un bâtiment magnifique, la restauration a été magnifiquement faite. C'est vraiment super beau de se promener à l'intérieur et surtout les expositions qui sont présentées sont aussi vraiment très belles. Bref, je te le recommande vivement si tu es de passage à Lomé, tant pour son architecture que pour les expositions qu'il y a à l'intérieur. Et aussi, surtout, juste à côté, il y a un petit stand de coco, donc on va aller se prendre une petite coco pour se rafraîchir, parce que tu peux aussi te balader un petit peu partout dans le parc qui se trouve autour de ce bâtiment. Alors le Togo, on l'appelle aussi la petite Suisse de l'Afrique parce qu'il y a énormément de banques et il y a eu énormément de commerce qui a prospéré ici au Togo du fait qu'ils ont un énorme port, un des ports en eau profonde les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Et donc du coup, il y a toujours eu énormément de commerce, ça a prospéré et donc beaucoup de banques s'y sont installées. Et donc derrière moi, on peut voir deux énormes buildings et ça, c'est deux buildings de banque. On en a vu aussi d'autres et c'est toujours des très grosses constructions, très massives et très impressionnantes comme tu peux le voir. Ce qui est aussi très drôle, c'est que les Togolais qui se sont le plus enrichis du commerce ici à Lomé ont été des femmes et on les a appelées les Nana Benz parce qu'elles ont prospéré du commerce de wax qui est très courant ici en Afrique, le tissu africain que j'ai aujourd'hui même sur mon pantalon. Et alors ce qui est très intéressant et ce qui est très drôle, c'est qu'elles tirent leur nom du fait que de leur richesse, elles ont pu acheter des voitures Mercedes-Benz et donc elles se baladaient ici à Lomé en Mercedes-Benz. Donc on les a appelées les Nana Benz. Ça a été pendant très longtemps les personnes les plus riches du Togo et des années 40 jusqu'aux années 90. Voilà, c'est sur cette jolie petite anecdote sur les femmes qu'on s'arrête ici et que la vidéo de Lomé se termine. Et la semaine prochaine, on est dans un nouveau pays. On va devoir partir en sac à dos parce que j'espère que tu as vu la précédente vidéo où on a mis Ascarena dans un bateau. Donc maintenant, on est à pied et on va aller visiter le Bénin.